Lui, c'est Miguel Díaz-Canel, le nouveau président de Cuba. Il a succédé à Raúl Castro à la tête du pays. Cette succession marque un tournant dans l'histoire de Cuba car elle signe la fin de l'ère Castro. Pendant 60 ans, Fidel, puis son frère Raúl, ont fait souffler sur l'île un idéal révolutionnaire communiste. Mais aujourd'hui, à l'heure où le tourisme explose et où les Cubains peuvent ouvrir des entreprises privées, cet héritage semble prendre l'eau. Mais alors, que s'est-il passé ? Nous sommes en 1959. Cuba est dirigé par le dictateur Fulgencio Batista, arrivé au pouvoir par un coup d'État. Avec lui, le pays est devenu une sorte de paradis corrompu où la démocratie est bafouée et où la mafia fait son business. Sur l'île, l'opposition est interdite, mais la colère monte. Et cette colère va être canalisée par deux hommes. Ils s'appellent Fidel Castro et Ernest Rafael Guevara, dit Che Guevara. Depuis plusieurs années, ils se préparent à renverser le régime par la révolution. Et en 1958, tout s'accélère. Entourés de 300 guérilleros, ils attaquent une à une les garnisons de l'armée de Batista. Sans entraînement et sans motivation, les soldats du dictateur désertent les uns après les autres. Résultat, le 31 décembre, Batista abandonne le pouvoir et s'exile en République dominicaine. Le lendemain, les guérilleros victorieux, qu'on appelle les Barbudos parce qu'ils portent tous la barbe, entrent dans la Havane, acclamés par la population. C'est le début de l'ère castriste. Et pour les Cubains, la promesse d'une aube nouvelle. La révolution cubaine était une révolution totalement improbable. En Amérique latine, on parlait de fatalisme géographique s'agissant de Cuba. On considérait qu'une révolution dans cette petite île si proche des États-Unis était impossible. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que la révolution cubaine est une anomalie géopolitique. À 32 ans, Fidel Castro concentre tous les pouvoirs et impose un programme socialiste radical. À l'époque, il ne parle pas encore de communisme, mais sur l'île, ça y ressemble, car l'État contrôle tout. Concrètement, l'eau, l'électricité, les transports, les logements et l'alimentation de base sont garantis par l'État à des prix modestes. L'emploi et les retraites sont assurés pour tous, la santé devient gratuite et l'alphabétisation une priorité. L'important pour lui, c'est en effet de mettre en place un nouveau type de régime dont il peut penser en effet que cela aboutira à une certaine justice sociale. La révolution les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La révolution al revolucionario no ofrece privilegios. Castro se présente comme une sorte de Robin des Bois qui veut aider les plus faibles. Ces mesures sont très populaires sur l'île, mais elles cachent un versant plus noir, la répression de l'opposition. Aucune autre idéologie que la sienne n'est tolérée. Une justice expéditive est alors orchestrée par le Che. Les opposants sont emprisonnés, tués ou contraints de s'exiler. Pourtant, malgré ces abus, Castro séduit beaucoup d'intellectuels de gauche à l'étranger, comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir. Dans les années 60, vous avez un autre Cuba, un Cuba d'influence, un Cuba qui est même un point de référence, un point d'admiration, d'enthousiasme pour des tas d'intellectuels et pour pas mal de gens au fond dans le monde. Et si Castro séduit la gauche occidentale, c'est qu'il s'oppose à un pays qu'elle critique beaucoup, les États-Unis. Depuis la guerre de 1898, durant laquelle l'Espagne a perdu Cuba, l'île était largement contrôlée par les États-Unis. Le voisin américain possédait 40% des terres cubaines et contrôlait 75% de l'industrie du sucre. Cuba, d'une certaine manière, était devenu une sorte de protectorat américain. Et ça, Fidel Castro ne le supporte pas. De todos será la victoria, patria o muerte. Dès son arrivée au pouvoir en 1959, il veut s'éloigner des États-Unis. Et cela commence par la mise en place d'une réforme agraire qui va exproprier les riches propriétaires américains implantés sur l'île et nationaliser les entreprises. Dès lors, un bras de fer s'engage.
Cuba ne doit pas être abandonné aux communistes, et nous n'envisageons pas de le faire. Les États-Unis mettent d'abord en place un embargo économique qui vise à asphyxier Cuba. Puis, ils tentent de reprendre l'île en envoyant 1500 militaires cubains anticastristes dans la baie des Cochons. Cette opération militaire se solde par un fiasco total. Mais Castro est tout de même face à un problème. Il doit vite trouver un nouvel allié pour survivre. Il va ainsi se rapprocher du pire ennemi des États-Unis, l'URSS. Pour plaire aux Soviétiques, il officialise son appartenance au communisme et accepte même d'installer à Cuba des missiles russes pointés vers le territoire américain. À partir de 1961, l'île est donc une sorte d'avant-poste soviétique à 200 km des côtes américaines, avec à sa tête un chef d'État de plus en plus autoritaire. Pour Cuba, c'est important d'être valorisé, mais pour l'Union soviétique, c'est extrêmement important d'avoir cette enclave en face de Miami. Donc tout le monde y a intérêt là. Ça devient une espèce de symbole de la résistance à l'impérialisme nord-américain. Pendant près de 30 ans, Cuba va vivre sous perfusion soviétique. Moscou lui fournit en effet un soutien militaire, une aide financière et un partenariat économique très avantageux. Moscou importe en effet 80% du sucre cubain à un prix élevé et fournit l'île en pétrole à bas prix. Mais en 1991, suite à l'effondrement du bloc soviétique, Moscou décide de tout arrêter. Pour Cuba, c'est le début de la crise. La vie à Cuba s'installe dans un espèce de cercle vicieux de rareté dans lequel la pénurie engendre une pénurie jusqu'aux besoins quotidiens les plus basiques. Entre 1990 et 1993, le produit national brut cubain chute de 35%. Les Cubains perdent en moyenne un tiers de leur poids et l'électricité est coupée 8 heures par jour. C'est la régression, rien n'avance. Alors que faut-il changer? Tout. La meilleure partie de ma vie, ce sont les années de la Révolution. Les années les plus difficiles, ce sont celles qu'on vit actuellement. Des milliers de Cubains quittent alors l'île pour se réfugier dans d'autres pays, et notamment les États-Unis. Pour sortir la tête de l'eau, Castro décide de s'écarter un peu du modèle communiste. Il ouvre l'économie aux capitaux étrangers, aux devises étrangères comme le dollar et au tourisme. En 2006, le leader Maximo tombe malade. Et c'est son frère, Raúl Castro, compagnon de lutte du premier jour, qui le remplace au pouvoir. J'assume la responsabilité qui m'a été confiée. Nous continuerons sur la voie de la révolution. Si Fidel Castro était considéré comme idéaliste, Raúl est plus pragmatique et il décide donc de poursuivre la libéralisation économique du régime. Il autorise les Cubains à créer de petites entreprises privées, qui emploient aujourd'hui 25% de la population, à acheter des téléphones portables, des voitures, mais aussi à vendre leurs logements. La même année, Raúl Castro, motivé notamment par le pape François, fait même un pas impensable quelques années plus tôt. Il renoue le dialogue avec les États-Unis de Barack Obama. Le fait que nous soyons là, le président Castro et moi-même, est une occasion historique. Aujourd'hui, malgré cette relative libéralisation, l'État continue de garder la main sur l'économie. Et cela se voit concrètement dans la vie des Cubains. Dans les campagnes, par exemple, les agriculteurs reçoivent des terres gratuitement, mais en échange, ils doivent vendre 90% de leur production à bas coût à l'État. Et dans beaucoup de restaurants, qu'on appelle des restaurants d'État, les employés sont des fonctionnaires payés modestement. Le gouvernement veille aussi à ce qu'aucune opposition n'émerge sur l'île. Certains sites internet sont bloqués et les SMS échangés entre Cubains surveillés. Un message contenant les mots « sécurité de l'État »,« répression » ou « droits de l'homme » par exemple, pourra ne jamais arriver à son destinataire. Impossible de dire si l'élection de Miguel Díaz-Canel, lui-même issu du Parti communiste, changera la vie des Cubains. Une chose est sûre, il manquera au nouveau chef d'État un atout primordial, l'aura des héros de la Révolution.